Après la dévaluation ou la libéralisation de la livre égyptienne, est-ce que c'est un pas vers l'avant? Est-ce que c'est un pas vers l'arrière? Donc c'est une question à discuter durant les prochaines minutes, durant cette édition. Mais chers téléspectateurs, je dois vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour nous choisir, pour savoir ce qui se passe actuellement sur la scène économique de l'Égypte et ce qui va se passer. En tout cas, avant de commencer cette nouvelle tournée dans le monde de chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, nous devons saluer monsieur ou le docteur Amr Hamed. C'est un analyste, bien sûr, économique, mais aussi c'est un professeur de l'économie à l'Académie maritime. Vous êtes toujours le bienvenu sur Alteva International. C'est mon plaisir d'être avec vous toujours, Monsieur Hani. Merci beaucoup et c'est la même chose pour moi. Avant de commencer notre discussion, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que la Banque centrale égyptienne a décidé de mettre fin au système de change contrôlé. Avec plus de précision, jeudi 3 novembre, elle a laissé flotter la livre égyptienne avec l'avoir dévaluée de 48%. Premièrement, une nouvelle question, c'est est-ce que c'était une flottation, est-ce que c'était une dévaluation, est-ce que c'était une libéralisation effectuée de la part de la Banque centrale égyptienne à l'égard de la livre égyptienne? Si vous voulez, on peut peut-être discuter les deux questions de cette jour-ci, la semaine passée, la libéralisation du livre égyptien et en même temps les prix du benzine. Oui, carburant. Si vous voulez, parce qu'il y a une grande relation entre les deux. Pour répondre à votre question, c'est une flottation, mais c'est une flottation qui a été accompagnée par une dévaluation le premier jour et la dévaluation continue jusqu'à maintenant. Oui. Mais en théorème, c'est une flottation. Oui. Disons que c'est une flottation. Bien sûr, oui. Oui. Bien sûr. Libéralisation. C'est ça, c'est ça. Oui, on a libéré pas de contrôle. On a libéré le livre égyptien et on pensait au commencement que ça aura dû être une flottation qui n'est pas 100% flottation. Mais le résultat maintenant, c'est tout à fait une flottation du livre égyptien. Donc, c'était plutôt le dernier remède pour freiner la montée du dollar face à la livre égyptienne? Si vous voulez, on attendait à cette décision depuis 2 ans. Oui. C'était trop tard. Mais c'est toujours être tard mieux que ne pas prendre la décision. Je pense que c'est une décision qui est correcte et je veux dire que peut-être pour la première fois que depuis on avait cet gouvernement que du point de vue économique, les deux décisions du libérer le livre égyptien et d'augmenter le prix du benzine, c'était deux décisions économiques qui sont 100% correctes. Mais ce n'est pas suffisant. Oui. Donc, notre principale question aujourd'hui, après la dévaluation de la livre égyptienne, est-ce que c'est un pas à l'avant ou en avant? Est-ce que c'est un pas vers plus de progrès économique, vers une relance de l'économie égyptienne? Si vous voulez, la réponse, c'est que ça dépend. Ça peut être un pas qui est bon pour l'économie, mais en même temps, on n'est pas sûr. Parce que si on ne va pas prendre des autres régulations, décisions économiques, alors ça peut être un grand problème pour l'économie. Mais du point de vue économique, c'est correct, en général, jusqu'à maintenant. Et ça, si on va prendre des autres mesures économiques, ça sera... Donc au niveau de la politique monétaire, c'est une bonne chose, mais pour arriver pour bien sûr optimaliser les résultats
de cette décision, il faut prendre d'autres pas au niveau économique, au niveau commercial, au niveau de l'industrie, au niveau des exportations. Bien sûr, mais c'est au niveau économique et malheureusement politique aussi. Économique et politique, comment, comment malheureusement politique. Comment malheureusement politique? Parce que le problème, c'est que maintenant, on établit les bases pour une économie de production et en même temps fort. Mais jusqu'à maintenant, le cheval est derrière le chariot. Il faut mettre le cheval devant le chariot. Comment? Pour moi, le cheval, c'est l'économie. Et le chariot, c'est l'État. Et jusqu'à maintenant, le chariot est devant le cheval. Si on va mettre le cheval devant le chariot et établir les piliers, les mesures correctes pour que le cheval puisse conduire le chariot, alors ça, on va passer les temps. Je veux plus d'explications. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une économie forte sans avoir un système économique. Et je répète, un système économique. Et je répète encore une fois, un système économique, parce que je ne parle pas du point de vue politique, qui doit être démocratique. Économique, mais démocratique. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? La décision, quand je dis un système économique démocratique, je veux dire que la décision doit être la décision en faveur du peuple. Vous voulez dire qu'il faut prendre en considération les dimensions socio-économiques? Bien sûr, c'est tout le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas le peuple qui va coûter cher les prescriptions ou les dernières mesures prises de la part du gouvernement égyptien. Exactement. C'est le peuple qui doit prendre la décision, parce que le peuple représente l'économie, et l'économie, c'est le cheval. Ça, c'est très important. Et ça, ce que je veux dire par un système économique démocratique. La décision doit être prise par le peuple. Ça, c'est très important. Alors, c'est pour cela que je dis que c'est un peu difficile, parce que pour établir un système économique démocratique, on doit avoir un système du gouvernement civil en Égypte. Oui. L'une des conséquences de cette évaluation, de cette libéralisation de la livre égyptienne, c'était l'augmentation des prix des carburants. En fait, ces prix ont augmenté de presque de 30 à 47%. Et le prix du gaz domestique s'est envolé de 96%, de 87 plutôt %. Donc, comment vous trouvez cette conséquence, cette réaction dans le domaine de l'énergie? Ce n'est pas suffisant. Parce que, encore une fois, il y a une grande relation entre l'augmentation du prix du pétrole et en même temps la libéralisation du livre égyptien, qui a aussi sauté je parle du point de vue bancaire. Le prix du livre égyptien dans les banques était 8,87 ou 8,88. Et ça a augmenté le premier jour, le premier heure, à 13,5. 13,5, oui. Et puis, le premier jour, la clôture du premier jour était 9 heures du soir. C'était à peu près 14,5, 15. Et puis, ça a augmenté les jours suivants. Ouais. Mais ça, c'est un prix du livre égyptien. Je viens aux questions du prix du pétrole. Okay? Mais ça, c'est un prix du livre égyptien qui est équitable du point de vue de l'analyse du PPA, le Purchasing Power Parity, la parité du pouvoir d'achat. La parité du pouvoir d'achat, avant ces régulations, c'était déclaré dans toutes les études académiques que le livre égyptien, le prix équitable doit être à peu près 14 ou 13,5, 13,5 ou 14. Ça, c'est un chemin. L'autre chemin, c'est le prix du kérosène. Le prix du pétrole, je veux dire. Le carburant. Les carburants, maintenant, on parle d'à peu près moins que 5
Pour le 92, c'est à peu près 5 livres le litre, n'est-ce pas? Mais le prix international est peut-être maintenant 1,1 $, ça veut dire, disons, pour 15, 17 livres égyptiens. Alors, on est toujours, jusqu'à maintenant, on est toujours moins que les prix internationaux. En subvention, toujours l'énergie. C'est ça, oui. Alors, c'est pour cela que je crois que c'était correct et juste de prendre ces mesures, mais on est toujours, pour le livre égyptien, on est 100% correct. Mais pour les carburants, c'est bon, oui, mais on n'est pas... Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, bien sûr. C'est pas suffisant. Donc, vous appelez à lever la subvention, à réduire la subvention, c'est-à-dire je ne suis pas sûr si j'ai compris. Réduire la subvention, lever la subvention de la part de l'État. Pour les carburants, les carburants en général. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas déjà arrivé à l'égalité des prix du carburant vis-à-vis les prix internationaux. C'est ce que je veux dire. Mais actuellement, même cette augmentation de prix pétroliers ou des carburants sur le marché égyptien a fait a mis en colère les gens parce que les moyens de transport vont être où il y a des peurs de la part des gens parce que les moyens de transport vont augmenter. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement essaye d'intervenir afin de freiner de telles augmentations. Mais vous parlez qu'il faut freiner ou il faut réduire les subventions étatiques destinées au carburant, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est une question qui n'est pas tout à fait économique, parce que c'est plus ou moins une question sociale, ou bien ça a à faire avec la psychologie du peuple égyptien. Parce que, comme vous venez de dire, qu'il y a une grande colère pour l'augmentation des prix du carburant, mais en même temps, il n'y a pas une grande colère pour perdre la valeur de tout notre savings en livres égyptiens. Parce que si vous voulez comparer... Les épargnes, oui. Pardon? Les épargnes. Les épargnes, même aux banques. Parce que si vous voulez comparer ce qui se passait à propos de tous nos... comment on dit savings? Épargne. Tous les épargnes en livres égyptiens pendant les 11 mois passés, on a perdu 50% du valeur de notre épargne. Donc vous trouvez... Pourquoi? Oui, mais avant de répondre au pourquoi, la Banque centrale a également augmenté ses taux d'intérêt de 3% en vue de ramener les échanges de devises vers le secteur bancaire formel et à les éloigner du marché noir. Donc il y a une augmentation dans les taux d'intérêt de la Banque centrale. Ce n'est pas suffisant? Mais ça, c'est un autre problème, parce qu'il y a, encore une fois, du point de vue économique, il y a une relation inverse entre les intérêts et le pouvoir du livre égyptien. Toujours quand on a une monnaie, la valeur du monnaie, quand la valeur de n'importe quelle monnaie est très forte, les intérêts sont très bas. Alors c'est toujours la relation, c'est inverse. Alors on ne peut pas, de mon avis, on ne doit pas être très heureux parce qu'on a maintenant, on paye 20% pour les investissements aux banques maintenant, ou 16% même. Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le livre égyptien, le pouvoir du livre égyptien... Le pouvoir d'achat. Exactement. Ça va diminuer. Le pouvoir d'achat diminue effectivement. C'est ça, oui. C'est ça. Mais cela représente une bonne chose ou un bon indice pour la macro, au niveau de la macroéconomique.
c'est-à-dire réduire le taux d'achat ou le pouvoir d'achat de la livre égyptienne. C'est très bénéfique et c'est dans l'intérêt de l'économie totale ou de l'économie globale de l'État égyptien. Et c'est tout à fait le contraire pour le micro-économie. Bon, ça me rappelle d'une idée qui a été déclarée pendant la conférence de Sharm el-Sheikh par un des experts qui était invité de venir pour parler, M. Adel Labban, oui. Qui a dit qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ou on exporte ou on va mourir. Export or die. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maintenant, si on va passer ces temps difficiles, on doit, notre concentration doit être sur la production, et du production, on doit augmenter nos exportations. Et par conséquent, augmenter la croissance. C'est-à-dire, le vrai problème, ce n'est pas la dévaluation ou non de la livre égyptienne. Le vrai problème, c'est la production. Le vrai problème, c'est de comment maximiser votre revenu. Exactement. Que ce soit à travers l'exportation, à travers le tourisme, à travers le canal de Suez, à travers même l'agriculture ou les exportations des produits agricoles à l'extérieur. C'est ça le problème. C'est ça. Parce que ce n'est pas toujours des indications négatives que la valeur du monnaie diminue. Parfois, ça peut être quelque chose de positif, mais quand ça peut être positif seulement si on a le pouvoir d'élever nos niveaux d'exportation. En ce qui concerne le Fonds monétaire international et le prêt de 12 milliards de dollars qui doit être alloué à l'Égypte durant les prochains jours de la part du FMI. Il y a une question qui passe ou qui circule partout. Pourquoi le Fonds monétaire international qui doit aider l'Égypte, plutôt aider le peuple égyptien, exige de telles réformes dans le budget et dans la politique monétaire et économique de l'État égyptien. Et qu'est-ce que nous allons profiter de 12 milliards de dollars? Qu'est-ce que nous allons faire avec 12 milliards de dollars? Le FMI, c'est une organisation internationale qui a pour but d'aider les peuples comme l'Égypte de sortir de n'importe quel problème économique. Je sais bien qu'il y a des idées que peut-être le FMI, des autres organisations internationales, peut-être ils ont des autres buts politiques. Mais dans ce cas, et mon expérience avec le FMI, que c'est une organisation qui est très équitable aussi, et très respectée, et il ne faut pas oublier que maintenant le second personnalité aux banques internationales, qui est vice-président. Le premier vice-président. Le premier vice-président est un Égyptien. Pas seulement le premier vice-président, mais aussi il y a un autre vice-président qui est aussi égyptien, Dr Hafez Ghanem. Alors, je veux dire qu'on ne peut pas avoir même des idées négatives du Banque internationale ou bien du FMI, les deux. L'idée que quand le FMI va intervenir dans notre structure des plans économiques, ça c'est toujours du point de vue les théorèmes même. Mais et nous, on a déjà pris des mesures qui ont été discutées, négociées avec le FMI.
le 12 milliards ne vont pas résoudre le problème de l'Égypte seulement. Mais le problème, c'est que c'est comme si vous avez un certificat de confiance. Certificat de confiance que vous avez comme pays et qui va ouvrir les portes pour beaucoup des autres relations économiques avec des pays, avec des compagnies, avec... Donc après cette dévaluation de la livre égyptienne, est-ce que, d'après votre remarque, est-ce que cela attire vraiment plus d'investissements au sein du système économique égyptien? Est-ce que cela ne va pas faire une sorte de rivalité avec les autres pays régionaux, les autres pays du monde, parce que tous essayent d'attirer plus d'investissements? Bien sûr. Alors, c'est ce que je viens de dire au commencement de notre programme aujourd'hui. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de mettre le cheval devant le chariot. Si on va mettre le cheval devant le chariot, alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je suis sûr que si on met le cheval devant le chariot maintenant, l'Égypte va progresser comme très vite, vraiment très vite. Mais si on va insister que le cheval doit rester où il est maintenant, derrière le chariot, alors ça, c'est un grand problème. Oui. Donc, encore une fois, la baisse du pouvoir d'achat de la livre égyptienne, cela est dans l'intérêt de la macroéconomie. Cela est dans l'intérêt de l'augmentation de la réserve monétaire de l'Égypte. Par exemple, actuellement, nous sommes au bord de presque 20 milliards de dollars. Oui. Après cette dévaluation, nous espérons ou nous prévoyons qu'il y aura plus d'augmentation au niveau de notre réserve stratégique de monnaie étrangère. Donc c'est un pas en avant. À condition que vous continuez. Si on ne va pas continuer à prendre des mesures économiques qui sont pour le bon de l'Égypte, du peuple, je veux dire, du peuple, pas de l'État. Parce que jusqu'à maintenant, c'est la première fois, la semaine passée, qu'on a vu des étapes qui ont été prises par l'État en faveur du peuple. Vraiment en faveur du peuple. C'est la première fois pendant les 2 années passées. Si le gouvernement va continuer dans cette direction, alors ça, je peux pas, je serai très content. Mais sinon, on ne peut pas établir sur une base qui n'est pas forte. Oui. Donc, après la dévaluation de la livre égyptienne, est-ce que cela veut dire mettre fin au marché noir, au marché parallèle? Deuxièmement, est-ce que vous trouvez que le système monétaire, actuellement avec ces institutions bancaires, a pu absorber la liquidité au sein du marché noir, la liquidité bien sûr des dollars au sein du marché noir, ou non? Ça va prendre, je pense que ça doit prendre 2 ou 3 mois pour la scène du taux du livre égyptien vis-à-vis le dollar de se reposer. Pas moins que 2-3 mois. Et peut-être pendant ces 2-3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces déguisées au marché qui essayent de jouer leur rôle. Et on sache ça très bien. Alors, il ne faut pas... ça ne sera pas facile. Ça va prendre du temps. C'est pour cela que, et ça c'est quelque chose que même j'ai écrit ça, la semaine passée, avant la déclaration de libération du livre égyptien, que le prix équitable c'est 13,5, 14, mais s'il y a une libéralisation qui a pris place, alors ça doit aller jusqu'à, disons, 18 ou même 20 pour le dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui jouent. Des forces déguisées qui jouent le rôle. Qui essaient de faire de pression, pression sur le système monétaire de l'Égypte. Exactement, bien sûr ça. Alors ça va prendre 2-3 mois. Mais après 2-3 mois, je pense que le livre égyptien, le dollar, va retourner jusqu'à 14, maximum 15.
encore une fois. Donc le minimum, c'est le 14. Et le maximum? Je ne peux pas dire le minimum, c'est la valeur du livre égyptien. Oui, le maximum maintenant, ça peut aller jusqu'à 20. 20. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas, s'il vous plaît, ne me... C'est pas une cotation. Est-ce que le gouvernement égyptien... Mais parce qu'il y a des forces qui jouent jusqu'à maintenant au marché. Oui, est-ce que le gouvernement égyptien essaye de marcher selon un proverbe ou selon un système? Ce qui est très important, c'est que le dollar soit disponible dans les banques égyptiennes à n'importe quel prix. C'est ça la logique? Bien sûr, oui. Ça doit être le cas, oui. Ça doit être le cas. Ça doit être le cas, mais ça va prendre 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. Et donc, une autre question très importante, oui. On va revenir à une question très importante, l'investissement. Oui. Après cette évaluation, nous allons avoir plus d'investissement ou non? Ça dépend. C'est toujours le cas, comment sécher et entourer et sécher le marché égyptien, entourer ou bloquer pour répondre de l'Égypte? Pour répondre à votre question, cherchez où est le cheval. C'est très facile. C'est très facile. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on continue ou non? Donc vous voulez dire il ne faut pas regarder l'arrivée des investisseurs étrangers. Il faut regarder l'arrivée des investisseurs égyptiens. Mais non. Les investisseurs égyptiens et étrangers, ils sont les mêmes. La manière de penser, de point de vue investissement, c'est le même. Parce que capitalist coward, comme on a dit auparavant, les capitalistes ou les capitaux sont lâches. C'est exactement, les capitaux sont lâches. Alors, les investisseurs égyptiens ou étrangers, ils vont regarder comme ça à l'Égypte. Où est le cheval? Le cheval est toujours derrière le chariot. Merci, au revoir. Mais si le cheval est devant le chariot, ils vont venir. Donc dernier conseil. Comment mettre le cheval devant le chariot? Établir un système économique démocratique. La décision, c'est la décision du peuple. Oui. Donc le peuple doit décider toujours de son destin et le peuple doit travailler. Ce n'est pas seulement serrer la ceinture, mais c'est plutôt exporter or die. Export or die, exporter ou mourir. Donc c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup, M. Amr Hamed, expert dans le domaine de l'économie. Merci, chers téléspectateurs. Bonne suite de notre programme sur la TV internationale.